Bonjour à tous. Donc, ma présentation s'indique les indicateurs autour du risque infectieux, analyse critique et perspective. Alors, c'est un titre qu'on m'avait proposé et je ne l'ai pas changé. Et vous allez voir que c'est finalement un petit peu compliqué pour moi de faire cette présentation, surtout sur la première partie. Alors, peut-être juste pour rappeler que je n'ai pas de lien d'intérêt. Et pourtant, sur analyse critique, je me suis posé la question de savoir si j'étais bien placée pour le faire. En effet, je suis praticien en hygiène au départ. J'ai vécu le début du tableau de bord des infections nosocomiales en établissement de santé. Et j'ai été responsable de 2006 à 2012, notamment du tableau de bord des infections nosocomiales au ministère de la Santé. Et je suis depuis 2013 à la HAS et en charge seulement depuis 1 an sur les indicateurs qualité et sécurité des soins. Et donc vous voyez que certes je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je vais peut-être faire l'analyse critique, je vais peut-être plus être sur du factuel que sur de l'analyse critique. Alors peut-être quand même recontextualiser les indicateurs pour l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Vous verrez ce terme revenir assez souvent, IQSS pour ceux qui connaissent bien. C'est voilà, vous allez voir que les indicateurs ont finalement beaucoup évolué et on parle d'une façon générale des indicateurs qualité et sécurité des soins dans lequel, bien sûr, le tableau de bord, l'ancien tableau de bord des infections nosocomiales, mais je vais y revenir, est inclus. Quand on parle d'indicateurs pour la qualité et la sécurité des soins, en fait, c'est déjà en 2004 que la HAS écrivait que l'amélioration continue de la qualité nécessite des données chiffrées pour être objectivées. Donc on le sait bien, il faut de la mesure. Que l'utilisation des indicateurs doit être privilégiée et que enfin les causes de la non-qualité et les moyens de la réduire doivent être déterminés à l'aide des mesures simples utilisant des données fiables. C'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, donc à l'époque 2004, et vous vous en souvenez sûrement tous, alors un peu plus tard, mais c'était sur les données 2004, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, c'était le 6 février 2006, la première parution de l'indice ICALIN. Et donc j'ai eu un peu de mal à retrouver cette cartographie qui n'est plus évidemment en ligne, mais c'était quand même une grande première. Donc je vous rappelle, c'était à l'époque très poussé par les associations de patients et notamment Alain Michel Serretti du Lien, et qui disait, j'ai retrouvé, on le disait dans un journal, qui incarne depuis des années le combat des victimes d'infections contractées à l'hôpital, ne cachez pas son émotion hier au ministère de la Santé. Xavier Bertrand présentait un premier classement des hôpitaux et des cliniques en fonction de la qualité de leurs prestations, ce qui constitue une petite révolution. Donc pour ceux qui étaient déjà en place, vous avez vécu ce premier ICALIN, indice ICALIN à l'époque, avec ces classes AE et des choses qui étaient annoncées. Donc au fur et à mesure, donc là on était en 2006, nous sommes en 2017, 11 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'évolution ? Clairement, il y a un dispositif national qui s'est constitué, un dispositif national d'indicateurs qualité et sécurité des soins. Ce dispositif, en fait, s'est mis progressivement en place sous un pilotage national et en coordination avec, évidemment, la DGOS. Et on essaye de faire répondre à ces indicateurs que l'on produit, enfin que les établissements produisent et que l'on restitue, 3 objectifs. Et on le sait bien, et vous le savez forcément, parfois il est compliqué de faire converger finalement ces 3 objectifs avec un seul indicateur, un seul type d'indicateur. En tout cas, on essaye, et donc on a, pour la HAS, ce qui est le plus important, c'est l'outil de pilotage pour les établissements de santé et donc pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une appropriation par les professionnels de santé pour que les professionnels s'emparent des résultats et en fassent quelque chose. Il y a cette histoire de transparence, évidemment, des usagers que l'on doit et qui est de plus en plus mis en avant. Et puis, bien sûr, l'aide au pilotage des politiques d'intervention à l'échelon régional et national. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que c'est une montée en charge progressive du nombre d'indicateurs et des secteurs d'activité hospitaliers,
Hein, je ne vais pas vous faire le détail aujourd'hui de tous les indicateurs qui ne concernent pas évidemment le champ des infections associées aux soins, mais il y en a beaucoup. Alors donc ces indicateurs, tous ces indicateurs, et y compris ceux sur les infections associées aux soins, sont utilisés largement dans différents dispositifs. On les utilise au travers de la certification des établissements de santé. Vous savez que c'est regardé, qu'en fonction du résultat, on demande à l'établissement de santé de mettre un plan d'action en face du résultat et que ça aide à prioriser les secteurs de visite, la visite qui sera faite. Bien sûr, il y a la diffusion publique dans Scope Santé qui est le site qui met à disposition les résultats des indicateurs diffusés publiquement. Ça peut servir au suivi des plans de santé publique, et je vous ai mis l'exemple du plan cancer par exemple. C'est utilisé dans les contrats faits entre les régions et les établissements de santé, pour ne nommer que le contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou le nouveau CAQES, qui est un contrat qui regroupe l'ensemble des contrats pour les établissements de santé promis par la DGOS. C'est bien sûr utilisé dans le cadre de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, IFAQ. Et puis, ça n'est pas anodin, tous ces résultats sont aussi réutilisés dans différents systèmes d'information, et j'ai nommé Hospediac, Diamant. C'est en open data, je ne sais pas si vous le savez, tous les résultats sont aussi récupérables en open data sous format d'un fichier Excel, et donc on peut réutiliser, faire des études, c'est disponible en accès libre. Alors bien sûr, cette utilisation large des indicateurs fait que forcément les indicateurs sur les infections nosocomiales, et donc maintenant on les appelle infections associées aux soins d'une façon plus large, ont évolué. Donc c'est une diapo que j'ai empruntée à Sébastien Bin, qui travaille à la HAS sur le sujet, et qui il nous a fait un beau tableau sur l'évolution des indicateurs tout au long du temps. Je me suis arrêtée en 2016, transfert à la HAS en 2016, et vous allez voir la façon dont on reprend les choses, hein, pour que vous compreniez bien. Jusque fin 2015, le tableau de bord des infections nosocomiales était géré à la DGOS par le Bureau qualité et sécurité des soins, et le transfert à la HAS s'est fait en janvier 2016, toujours avec le même opérateur qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, la TIH. Donc voilà, bon, vous connaissez ça par cœur, je ne vais pas détailler, mais c'est pour montrer à quel point il y a déjà une évolution qui s'est faite en 10 ans. Et force est de constater que de nouvelles évolutions sont nécessaires. Globalement, les résultats sont satisfaisants sur le sujet des infections associées aux soins. Alors avec des bémols, hein, on a des indicateurs qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, on est sur les classes, on a atteint pour ICA-BMR, pour ICAL1-2 ou ICAL-ISO, en classe A et B, on est à plus de 90% d'établissements qui ont atteint ces classes-là. On est un peu moins bon sur ICATB avec 82% des établissements qui sont en classe A et B. Et puis ICHA, alors de manière on peut lui faire tout dire, mais si on regarde le programme de prévention des infections associées aux soins publié en 2015, seulement 61% des établissements de santé satisfont à l'exigence fixée par ce PROPIAS 2015. Donc on a globalement des bons résultats, c'est le fruit de l'ensemble des politiques menées depuis longtemps et puis de tout l'investissement que vous avez en tant que notamment praticien hygiéniste, équipe opérationnelle d'hygiène, infirmière et puis tout ce qui a été déployé. Mais voilà, on peut sûrement faire encore des progrès. Et puis on a quelque chose qui nous fait avancer. C'est une évaluation externe qui suscite de nouvelles évolutions. Cette évaluation externe, dans le cadre de la diffusion publique des indicateurs, a été demandée par la DGOS en partenariat avec la HAS au professeur Philippe Michel pour piloter un groupe de travail et proposer des évolutions, et notamment les indicateurs sur les infections associées aux soins, sur les infections nosocomiales. Le tableau de bord a été le plus regardé, et ce ne sont que des propositions, et donc vous allez voir comment après on les utilise. Ils ont donc regardé les indicateurs selon toute une méthodologie, et ils ont proposé, les conclusions du groupe, c'est de modifier ICAL1-2, de modifier ICATB2, de supprimer ICA-BMR, ICHA n'a pas été évalué, ICAL-ISO modifié, et bactéries nosocomiales venait de sortir, n'a pas été évalué.
Voilà vous voyez bien que ce n'est pas une analyse critique, c'est plutôt un état des lieux de ce qui s'est passé sur ces dernières années et je serais bien mal placée pour faire une vraie analyse critique de ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors d'abord, la HAS a repris, je vous l'ai dit, le sujet en début 2016. On a donc pris la campagne, mais surtout, on a commencé à mettre en place des choses au niveau de la HAS, donc avec un groupe d'experts pour orienter les thématiques, dont vous voyez ici les noms. Ce groupe d'experts, donc que nous avons réuni déjà 2 fois, va nous aider à donner les bonnes orientations. Et vous allez voir un peu après, évidemment. Ils ont tous une compétence en hygiène. Vous voyez, à part évidemment les représentants des usagers en tant que tels. Et vous voyez que nous avons 2 représentants des usagers. Vous avez des noms forcément que vous connaissez dans cette liste. Et on fait aussi appel à d'autres experts dans le cadre éventuellement d'un sujet spécifique. Je vais y revenir. Donc, la méthodologie que nous avons l'habitude d'avoir à la Haute Autorité de Santé sur les indicateurs, puisque en fait, les indicateurs, on en fait bien d'autres, hein, et donc on essaye d'appliquer cette même méthodologie de développement, elle doit être absolument robuste. Pourquoi? Du fait de la large utilisation qu'il y en a, vous l'avez vu avant, c'est indispensable que ces indicateurs soient valides. Alors valides, on parle bien sûr de pertinence clinique, que ça fasse sens pour les cliniciens, de faisabilité, de fiabilité, de reproductibilité du recueil, de la pertinence pour l'amélioration de la qualité. Si on mesure quelque chose et puis qu'il n'y a plus de marge de progression, ça ne sert plus à grand-chose. Bien sûr, de regarder s'il faut ajuster ou pas les résultats, puisque nous allons, quand on va diffuser publiquement les résultats, on fait de la comparaison entre les établissements de santé. Il faut que donc nous ayons des choses comparables et donc on a besoin d'ajuster. Et donc pour cela, nous mettons en place non seulement le groupe de travail pour la pertinence clinique et les critères, une phase d'expérimentation qui nous semble indispensable avec les établissements de santé volontaires pour évaluer la faisabilité et la pertinence, une phase de concertation avec les parties prenantes que je ne vous détaille pas là, mais qui peut intervenir à plusieurs endroits pour le portage et l'appropriation de ces sujets-là. Une phase de généralisation, donc tout le monde doit recueillir l'indicateur, et là, avant toute diffusion publique, pour que, bien sûr, il n'y ait pas de surprise pour les établissements de santé. Et puis, à noter ce contrôle qualité que vous connaissez bien par les ARS à l'issue du recueil pour la confiance dans les résultats, notamment parce que c'est aussi utilisé dans l'incitation financière à la qualité et que ce contrôle par les ARS est donc indispensable. Alors, vous comprenez que tout ça prend un peu de temps et que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait bouger les choses. Alors, j'espère que c'est ce que vous attendez, les pistes engagées. Tout d'abord, nous allons refondre les plateformes de recueil. Vous avez actuellement, je sais que plusieurs d'entre vous ont des casquettes multiples de coordonnateurs de la gestion des risques. Pour ceux qui ont cette casquette-là, allez regarder les résultats des indicateurs, ouvrir 3 fois sur 3 plateformes différentes, les résultats, recueillir, enfin bref, on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'idée est de refondre l'accès à ces plateformes. Et donc ce projet qui a déjà commencé à voir le jour et qui sera opérationnel, nous espérons, pour la fin de l'année 2018. L'idée, c'est qu'on ait une rentrée avec l'ensemble des indicateurs, que l'établissement de santé se connecte avec différents profils que vous aurez définis, vous en tant qu'hygiéniste et puis d'autres, le RAC, le directeur, enfin peu importe, il y aura différents accès. Et surtout, vous aurez les résultats entiers sur une seule interface. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Et il y aura des fonctions d'export. Vous aurez facilement accès, je sais qu'il y en a beaucoup qui retravaillent les données, vous aurez des exports beaucoup plus faciles. Ça nous semble un chantier indispensable à mener. La plateforme Bilan-Lin que vous connaissez par cœur vieillit et il faut absolument la refondre. Alors, j'ai oublié de noter que, bien sûr, dans le cadre des GHT, ça a beaucoup d'importance parce que vous aurez accès en tant qu'établissement de santé et en tant que GHT, le GHT aura l'ensemble de ces établissements de santé. Donc, j'imagine qu'un certain nombre sont concernés ici. Évolution en cours, ICHA 3, je ne vais pas m'attarder dessus, vous le connaissez, il est en cours, vous êtes en train de le recueillir. On a fait quelques évolutions, suppression des volumes du bloc opératoire, donc c'est avec le groupe de travail. On a ouvert à l'imagerie, ce n'est plus les quantités commandées, mais les quantités délivrées. Ça correspond au plus proche des usages, c'est plus exigeant avec le nombre de frictions, et c'est un peu plus ouvert sur les aspects médico-techniques, et donc normalement la diffusion publique sera pour 2018. Sur les pistes à venir, alors, on considère qu'en tout cas, nous, il est indispensable de disposer de tous les indicateurs pour évaluer la qualité des soins. Nous avons des indicateurs de structure et de ressources. Avons-nous les moyens de bien faire?
Beaucoup d'indicateurs sur le tableau de bord des infections nosocomiales sont comme ça. Et donc, c'est recueilli à partir d'un questionnaire établissement de santé. Nous avons des indicateurs de processus ou de pratique clinique. C'est beaucoup les indicateurs que vous entendez IPAX, sur les indicateurs historiques de la HAS, construits à partir d'un dossier d'audit de patients. Et puis, nous avons des indicateurs de résultats. Et donc, le premier, c'est ISATIS, de satisfaction du patient, construit à partir d'un questionnaire de satisfaction envoyé aux patients. Là, c'est pour l'instant hospitalisés depuis 48 heures en MCO. Et puis, nous avons, et je vais vous en parler, des indicateurs de sécurité du patient construit à partir des données codées dans le PMSI. Alors, dans les perspectives, ce que le groupe de travail a commencé à regarder, c'est comment, avec les différentes données que nous avons, nous allons réviser et simplifier les indicateurs déjà existants, en sélectionnant par exemple les critères les plus porteurs d'amélioration, en actualisant les indicateurs en fonction des plans, des programmes, affections associées aux soins par exemple, ou des références professionnelles existantes, et en essayant d'harmoniser les indicateurs avec les autres indicateurs qualité et sécurité des soins, parce que pour le patient qui se retrouve sur Scope Santé avec des façons de classer différemment les sujets, c'est quand même très compliqué. Donc l'idée est d'aller vers une harmonisation. Et puis, bien sûr, nous allons essayer d'aller sur d'autres méthodes de recueil possibles. Et donc, si on interrogeait les dossiers sur les infections associées aux soins, par exemple, on est en train de réfléchir à pourquoi pas pertinence de l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, on sait bien, hein, les antibiotiques, c'est un sujet qu'il faut traiter dans tous les secteurs. Et évidemment, on aimerait aller là-dessus. Et si on interrogeait les patients, pourquoi pas sur l'hygiène des mains? Ça existe déjà. Vous avez peut-être entendu les PRIMS, les Patient Reported Incident Outcomes, qui sont donc des reportés par les patients. Et si on interrogeait les bases de données, et c'est ce que je voudrais vous montrer, si j'ai encore 2 minutes, sur les infections du site opératoire. L'exemple, ce sera les infections du site opératoire en orthopédie. Un indicateur de résultats sur les infections du site opératoire post-prothèse de hanche et de genou, basé à partir, donc ça serait un indicateur recueilli automatiquement à partir, donc extrait de la base PMSI, rendu sous la forme d'un entonnoir, un funnel plot. Je vais vous montrer un exemple. Et avec, donc on décharge l'établissement de santé et les professionnels de recueillir l'indicateur, puisque on va capter l'information qui est déjà présente dans les bases de données. Et on va retourner au dossier seulement si on a besoin, parce que l'indicateur montre que ça ne va pas. C'est un travail que nous sommes en train de mener en collaboration avec l'équipe de recherche du CECLIN Paris Nord et Leslie Guyon de Tours. Et ça répond évidemment à plein d'enjeux. C'est plus proche des besoins des cliniciens, ça répond aux usagers, aux programmes infections associés aux soins, à leurs recommandations du Haut Conseil de la santé publique. C'est plus adapté à l'évaluation des pratiques et je redis que la charge de recueil pour les établissements de santé est nulle, ce qui veut dire qu'on redonne du temps aux professionnels pour s'améliorer. Nous espérons pouvoir rendre les premiers résultats fin de cette année. L'exemple, nous l'avons déjà et nous savons faire, nous l'avons rendu pour les événements thromboemboliques après pose de prothèse totale de hanche et de genou, les ET ortho, sous forme d'un funnel plot. Ça, c'est ce que voit un établissement de santé quand il va se connecter à la plateforme. Et donc, les petits points représentent la position des établissements de santé. Et donc, là, le petit en rouge, il doit se reconnaître. Il sait qu'il est atypique, il est au-dessus de l'entonnoir et donc il faut qu'il s'interroge sur ses pratiques. On rend plein d'informations complémentaires qui leur permettent d'essayer de trouver pourquoi ils sont hors normes. Et bien sûr, une des premières questions bêtes et qui n'a rien à voir avec les pratiques elles-mêmes, ce sont les pratiques de codage dans le PMSI. C'est un biais de l'indicateur et donc la première des choses est d'aller de regarder si c'est bien codé dans le PMSI. Et à cette condition, si c'est bien codé dans le PMSI, ça veut dire que l'indicateur reflète bien un problème et qu'il faut aller plus loin dans l'évaluation des pratiques et c'est à l'établissement de santé de se l'approprier. Donc nous avons rendu ces résultats aux établissements de santé fin 2016 et nous allons faire un retour d'expérience cette année. Voilà pour les pistes et les premières pistes que je peux vous annoncer. Donc, je pense que j'aurai des questions par la suite. Je vous remercie.